Eh bien, nous nous retrouvons pour cette troisième table ronde. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour parler du troisième volet de cette étude OCIRP Via Voice sur les salariés aidants à l'occasion, rappelons-le, aujourd'hui, de la Journée nationale des aidants. Nous avons parlé des salariés et il a été souvent cité le rôle des branches professionnelles, des partenaires sociaux, sachant que toutes les entreprises ne sont pas à même, au regard de leur taille, au regard de leurs moyens, de négocier, de faire avancer la situation des salariés aidants et en particulier, on l'a dit, le bien-être dans l'entreprise. Donc c'est de cela dont nous allons parler. Alors, le rôle des partenaires sociaux dans le soutien aux salariés proches aidants, on a envie de dire, ça dépend essentiellement de la négociation. Et qui dit négociation explique votre présence ici et nous attendons donc votre expertise. Je vous demanderai de réagir en fonction des propos qui vont être déroulés, expliqués par Arnaud Zigerman de Via Voice. Sur justement cette étude, je sais que vous n'aimez pas quand on dit baromètre, donc encore moins. C'est un observatoire. Un observatoire. Donc observons, mesdames, messieurs, et commentons les commentaires d'Arnaud. Arnaud, vous avez la parole sur ces résultats et sur, encore une fois, le rôle des salariés aidants dans l'entreprise. Très bien. Alors effectivement, dans le cadre de cette étude, on était dans une logique qui visait à obtenir une vision globale. Donc on a envoyé les principaux résultats de cet observatoire aux partenaires sociaux pour recueillir leur point de vue. Ça nous permet en fait de disposer d'une vision à 360 degrés, avec d'une part la première phase qu'a présentée Magali tout à l'heure, qui comprenait le point de vue des experts, une seconde phase qu'a présentée Stewart avec l'étude statistique auprès des salariés aidants et non aidants, et cette phase 3 qui comprend un échantillon de 50 répondants, équitablement répartis entre 25 personnes qui proviennent des organisations syndicales et 25 autres issues des organisations patronales. Donc le premier point qu'on a abordé concerne le fait de se sentir concerné par l'aidance. Donc on avait demandé dans notre étude, c'est ce qu'avait présenté Stewart tout à l'heure, si les salariés non aidants se sentaient concernés par le sujet de l'aidance. Et 62% d'entre eux ont répondu oui. Ça montrait bien le fait que même si nous ne sommes pas directement concernés, on a conscience qu'on pourra l'être un jour et on est entouré de personnes qui sont concernées. Donc on n'est pas du tout hermétique à ça. Alors c'est le premier point sur lequel on a interrogé les partenaires sociaux. On leur a demandé si ce chiffre les interpellait. Et 77% ont répondu oui, en nous précisant à la fois qu'ils estiment à la fois que c'est un sujet d'avenir et qu'il y a un véritable consensus concernant la prise de conscience sur le sujet. Alors sur ces 62% de salariés, justement nous allons en parler. Je vais vous donner à chacun et à chacune la parole. Alors Anne Balthazar, vous avez présidé l'AGFIP, c'est ça, l'association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées de 2015 à 2018, c'est ça ? C'est ça. Et vous êtes d'ailleurs encore ou actuellement sa trésorière, c'est ça ? Oui. Voilà. Et vous êtes, il faut préciser quand même dès le début, que vous êtes déléguée nationale à la santé au travail. Vous êtes en charge du handicap et forcément de la santé au travail de Force ouvrière. Alors je vous donnerai bien évidemment la parole, à vous de réagir là-dessus. Anne-Michèle Chartier, vous êtes déléguée nationale à la santé au travail pour la CFE-CGC et vous êtes aussi médecin du travail, donc vous avez une double, j'allais dire compétence ou une double casquette comme vous le voulez. Et donc nous aurons l'occasion aussi, vous aurez l'occasion de réagir à ce chiffre. Et enfin, Hervé Gastaud, vous êtes délégué national de l'Union des géomètres experts. Oui, tout à fait. Donc vous savez délégué général, oui. Délégué général, absolument. Et vous êtes membre du CEDAP. Alors le CEDAP, c'est... C'est le centre d'études en fait des dirigeants de l'association professionnelle qui regroupe à peu près 300 délégués ou secrétaires généraux. Et dans l'écosystème des branches professionnelles, on représente à peu près 2,4 millions de salariés. Et d'ailleurs, je vous donnerai quelques éléments puisqu'on a fait un petit sondage auprès de nos adhérents quand on leur parle d'aidants.
ce que ça signifie et justement quelles propositions on pourrait faire. Bien sûr. Alors, Arnaud, est-ce que vous pouvez nous repréciser ce chiffre, qu'on l'ait Oui. tous bien en tête? Alors oui, effectivement, lorsqu'on avait interrogé les salariés non aidants, 62% d'entre eux disaient se sentir concernés par le sujet de l'aidance. Et lorsqu'on a envoyé ce chiffre aux partenaires sociaux, 77% nous ont dit que ce chiffre de 62% les interpellait. Qu'effectivement. Alors, c'est normal que ça les interpelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Anne? Ah oui, je partage l'interpellation parce que c'est très important. Et c'est vrai qu'il faut que les syndicats se sentent concernés. Donc, on voit qu'ils en sont interpellés. Et donc, il faut effectivement traiter le sujet. C'est vrai que c'est un sujet qui est peut-être encore un peu trop invisible dans le domaine du dialogue social. Donc moi, à forcerie, effectivement, j'ai l'angle handicap. Je suis aussi membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées qui aborde toutes les thématiques autour du handicap, y compris l'accompagnement et l'aidance. Et c'est un sujet qui est assez peu ouvert, qui reste un petit peu marginal. Et quand on entend ces chiffres, voilà, on ne peut qu'être interpellé, effectivement. Anne-Michel, donc j'imagine que c'est un sujet dont s'est saisie la CFE-CGC, mais vous aussi, en tant que médecin du travail, vous rencontrez forcément des aidants en souffrance, des aidants qui peut-être appellent au secours ou ont besoin en tout cas de votre expertise et de vos conseils pour pouvoir être mieux dans l'entreprise. Oui, oui, tout à fait. Des aidants, j'en rencontre. Pas au quotidien, mais j'en rencontre. Des aidants qui se sentent aidants ou des aidants qui ne se sentent pas du tout aidants parce qu'ils n'ont pas justement conceptualisé la chose. Pour eux, leur mère a eu un problème pendant le Covid, ils ont été l'aidés, point. On ne se sent pas forcément aidant. Donc cette prise de conscience de l'aidant est importante pour faire avancer au niveau des branches. Évidemment, il faut une prise de conscience. Pour faire avancer l'entreprise, il faut une prise de conscience. Et nous, à la CFE-CGC, on a travaillé sur cette prise de conscience depuis de nombreuses années. On a édité un guide sur les aidants en faisant une grosse manifestation pour la sortie de ce guide, parce qu'il nous avait semblé que plus on en parle, plus on avance sur ce sujet. Donc on en parle comment? Dans ce guide, on trouve tout ce qui est en rapport avec l'aidant, toutes les aides que peut avoir l'aidant, toutes les situations complexes que peut rencontrer l'aidant et comment on peut avoir des réponses. Et pour nous, quand on diffuse une information sur l'aidant, ça permet à nos militants de s'en emparer dans les entreprises et d'être auprès des salariés et de prendre en compte cette empathie. Au niveau des entreprises, en tant que médecin du travail, c'est au niveau des entreprises où je peux remarquer que c'est cette notion d'aidant qui est compliquée de savoir qu'est-ce qu'un aidant. Parce qu'il y a différentes formes d'aidants. Il y a l'aidant au long cours avec un enfant qui a une maladie génétique chronique. Il y a l'aidant de la situation du Covid et qui va se trouver confronté à un problème aigu. Et ces situations, la réponse de l'entreprise est fort différente. Et il y a pour moi une différence entre des petites entreprises qui vont aider parce qu'elles peuvent le faire et qui vont bien connaître le salarié qui est intégré dans l'entreprise. Ils vont connaître sa situation. Le salarié n'aura pas besoin de s'exprimer sur sa situation parce que ça se saura. On sait que Madame Intel a un fils handicapé, elle a telle contrainte, etc. Et la situation sera prise en compte. Elle sera l'entreprise sera tout à fait empathique par rapport à ce problème. À côté de ça, il y a la grosse entreprise qui, elle, a des moyens, un service social, par exemple, qui va prendre en charge ses salariés et qui va donner une réponse à ses salariés. Et en fait, le problème, c'est les entreprises moyennes, de moyenne taille, qui vont dire, c'est qui l'aidant? Pourquoi je dois aider? Quelle est l'équité envers mes salariés? Enfin, ça soulève d'autres questions. Bien sûr. Et vous, de votre côté, Hervé, avec vos 280 directeurs, délégués, secrétaires généraux d'associations professionnelles, vous disiez que vous étiez aussi saisi de cette question et que vous avez... moi, j'ai parlé, effectivement, on va dire, 3 casquettes. J'avais peut-être pas prévu de parler de la 3e casquette, mais on en parlait tout à l'heure avant mon arrivée. Donc là, effectivement, au niveau du CEDAP et après au niveau de DG de l'Union nationale des géomètres experts, mais également... à titre personnel, parce que je suis salarié et j'ai vécu très récemment ce rôle d'aidant.
Et donc, c'est toujours intéressant d'illustrer. Alors, au niveau du CEDAP, ce qui est intéressant, la première question qu'on a posée à nos collègues DG, c'est « Connaissez-vous la notion d'aidant » Je suis persuadé, je retiens la table ronde qui est précédente où je crois que le directeur général de l'OCIRP a dit qu'il y a 15 ans, en fait, on n'en parlait pas. Quand même, 97% de mes collègues connaissent la notion d'aidant. Après, on a posé une autre question, c'est est-ce que vous avez effectivement abordé la question de l'aide aux aidants dans le cadre du dialogue social? Alors, 60% ont répondu oui. Et quand ils ont répondu oui, c'est est-ce qu'ils souhaitent ouvrir une négociation sur le sujet? Presque 65% disent non. Ouais. Et donc, effectivement, se pose la question. Il y a l'information, il y a l'utilité, il y a jusqu'au bout de la négociation. En tant que DG de l'UNGE, nous, au niveau de notre branche, on a été sensibilisés par notre opérateur de prévoyance déjà en 2019, puisqu'il y a eu une demi-journée d'information sur ce sujet-là et nos mandataires sont informés. La négociation, honnêtement, pour l'instant, n'est pas à l'ordre du jour. Mais je sais qu'avec nos mandataires, il y a cette réflexion-là et je crois qu'on ne pourra pas y échapper. Mais se pose sur la question de la prise en charge et effectivement du coût. Ça a été un peu évoqué aussi dans la table ronde précédente. Et puis, dernièrement, à titre personnel, moi, j'ai pu accompagner un proche ami qu'on a enterré hier. J'avais, pour la première fois de ma vie, affaire à des soins palliatifs. Je ne l'avais jamais vécu. Moi, j'ai la chance d'avoir un président qui m'a laissé le temps, en fait, pendant ces dernières semaines, d'accompagner mon ami proche. Mais c'est vrai qu'il y avait son frère, qui lui était dans une autre structure. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Quelle structure on a? Est-ce qu'effectivement, dans une petite TPE ou dans des grands groupes, de quelle façon on peut l'accompagner? Et j'ai vu ce frère en difficulté pour pouvoir prendre du temps. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir ce souci-là. C'est un vrai questionnement et c'est vrai que ça me parle peut-être parce qu'il faut vivre ça. Et je pense que dans toutes les entreprises et même tous les employeurs, quand on le vit, en fait, on comprend sûrement mieux les choses. Et cette utilité, après, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça dépend aussi quelle pathologie il y a. Entre effectivement une pathologie qui est longue, comme Alzheimer ou autre, ou une pathologie qui est soudaine, comment on accompagne à la fois sur le moment, mais surtout aussi sur le après, les semaines qui suivent. Les aidants, c'est un vrai sujet, en tout cas, à mon avis, que toutes les branches vont devoir s'emparer. Et en tout cas, on le voit au niveau du CEDAP. Mes collègues DG disent qu'en tout cas, ils l'ont abordé. On va sûrement parler après des négociations. On rentre un peu peut-être dans les outils, mais je pense que voilà, on n'y échappera pas. Oui. On a besoin de savoir sur quelle branche on est assis, oui. Absolument. Mais cette incohérence, parce qu'on peut dire qu'il y a une incohérence entre je souhaite faire et je ne fais pas. Anne, ça vous étonne et Anne-Michel, donc voilà. Pas très étonnée, malheureusement, j'allais dire, mais je ne vais pas jeter la faute sur un tel ou un tel. C'est vrai que c'est plus difficile certainement dans une petite entreprise que dans une grande. Et de fait, la négociation se passe très peu sur la question des aidants. Même si on voit qu'on a différentes façons de négocier sur cette thématique. On n'est pas obligé de faire une négociation uniquement sur ce sujet-là. On peut le traiter de différentes façons. Mais c'est un sujet qui, pour autant qu'il soit maintenant très très évident, il n'est pas encore appréhendé. Et là, peut-être, il s'agit aussi d'outils. Moi, mon angle, ma façon de travailler pour mon syndicat, c'est d'outiller les réseaux syndicaux parce que on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément les moyens, les connaissances. C'est des sujets qui, quelquefois, nécessitent une très bonne connaissance, voire une expertise. Et les syndicalistes et les militants sur le terrain n'ont pas le temps et pas le temps de se former. Donc il faut aller vers eux, il faut leur faciliter la tâche pour qu'ils ouvrent le sujet dans l'entreprise. Sans faire peur à l'employeur, mais en disant que de part et d'autre, on a à y gagner, à faire que les conditions de travail soient possibles pour le salarié qui est en situation d'aidance et que la performance de l'entreprise ne s'en trouve pas percutée et que tout le monde s'y retrouve. Et vraiment, moi, je crois au dialogue social et à la négociation en ce sens. Anne-Michel, vous partagez ce point de vue, ce constat ? Je crois bien sûr à la négociation pour faire avancer les choses. Alors, la négociation peut se faire au niveau de la branche et avec donc les partenaires sociaux et les employeurs. Et ce que va décider la branche va s'imposer aux entreprises, à toutes les entreprises quand l'accord est élargi. Donc la branche est un peu frileuse parce que elle sait que la décision qui va être prise
Certaines entreprises auront plus de difficultés parce qu'elles ont moins de moyens. Donc, la branche peut être un peu frileuse. Au niveau de l'entreprise, la décision est prise dans des réunions de négociation. Et ce que l'on pousse et qui est facilement fait, c'est le don de jours. Le don de jours est quelque chose qui a bien pris, c'est-à-dire que quand il reste des jours qui n'ont pas été pris par les salariés parce que, pour X raisons, ils peuvent abonder un compte et ce compte va servir à donner des jours à une personne qui est en situation d'aidant. Juste, le questionnement, c'est qu'est-ce que la situation d'aidant ? Comment définir la situation d'aidant ? Parce que la situation d'aidant peut être très, très, très variable. Et ça suppose aussi un ressenti de la personne en situation d'aidant. Donc, à la CFE-CGC, dans nos propositions, il y avait reconnaissance RQTA, une reconnaissance de travailleur aidant pour pouvoir attester que ce travailleur est un travailleur aidant et qu'il puisse bénéficier sans que l'employeur ait besoin d'être intrusif dans sa vie privée. Merci. Alors, Via Voice, qui est notre oiseau sur la branche professionnelle, l'indice du bien-être des salariés aidants, on en a parlé, vous avez mis ça en avant, expliquez-nous. En fait, ça fait tout à fait écho à ce que vous venez de dire sur le ressenti. Nous, on a voulu aller plus loin pour évaluer le ressenti des salariés aidants. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place cet indice au CIRB Via Voice du bien-être des aidants, qu'on a appelé IBEA. En fait, la moyenne de cet indice de bien-être, qui a été calculé à partir de toute une série de questions qu'on avait dans notre étude, on en a sélectionné certaines qui étaient liées au bien-être, et on a obtenu une moyenne. Cette moyenne, aujourd'hui, est à peine supérieure à 5 sur 10 au global. Ce qui n'est pas très élevé, loin de là. Ce qui est intéressant, c'est de creuser un petit peu. Donc, on a creusé et on a cherché effectivement le critère qui était le plus susceptible de faire évoluer cet impact à la hausse. Et on s'est aperçu qu'en fait, ce critère-là, c'est pour les salariés aidants le fait d'avoir une entreprise qui les soutient par de l'information, par des outils, par des dispositifs. Et ce critère est bien plus important que d'autres, comme par exemple le fait de passer beaucoup de temps à aider. Ça a moins d'impact que le fait de se sentir aidé par l'entreprise. Donc ça peut paraître surprenant, mais effectivement, ça reboucle bien ce qu'on disait dans les tables rondes précédentes, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Oui, effectivement, il n'y a pas de fatalité. Et encore une fois, ça met en avant le rôle de la négociation, d'abord de la discussion, ensuite de la négociation, et puis ça suppose un lien de confiance aussi qui n'est peut-être pas si simple que cela à mettre comme moteur en tout cas. Alors là-dessus, sur cet indice du bien-être des salariés aidants, ça vous paraît pertinent? Parce que mesurer un bien-être, c'est toujours très subjectif. Donc, vous, en tant que partenaires sociaux, comment vous voyez ça? Vous pensez que vous pouvez vous appuyer sur cet indice pour faire progresser votre intention, que chacun se saisisse dans l'entreprise, petite ou grande, de la nécessité et de reconnaître et de mettre en place des outils, comme vous le disiez, Anne, sur les salariés aidants. Alors, c'est bien cet indice ou... Moi, première réaction, oui, c'est très bien. Après, c'est vrai qu'il est à peine supérieur à 5 sur 10. Donc, il y a du chemin encore. Oui. Il y a du chemin. Après, ce que je retiens également de la table ronde précédente, c'est que je pense que c'est un capital quand même important à essayer de développer dans l'entreprise. On parle toujours de la taille des entreprises, mais un collaborateur qui, dans une entreprise, est en difficulté, est un proche aidant, dans des petites équipes, ça va vite se ressentir. Et donc, je pense que cet effort collectif, à la fois de l'employeur, mais également, effectivement, des dons de congés, nous, sur le sondage qu'on a fait au niveau du CEDAP, on a un peu demandé quels sont les besoins, en fait, au niveau des branches, pour pouvoir aborder ce sujet-là. C'est un peu ce que vous disiez, en fait, c'est informer, en fait. Il y a beaucoup de branches qui ne sont pas informées. Bon, voilà, après, il y a effectivement permettre effectivement une organisation quand ils sont informés, qu'on puisse négocier pour ne pas désorganiser, ce qui fait peur aux chefs d'entreprise. Quand c'est des petites structures, en fonction de la pathologie, ça fait peur aux employeurs en se disant est-ce que ça ne va pas désorganiser comme ça? Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, je pense que c'est un bien pour la structure et que dans des petites structures, moi je vois au niveau des géomètres experts, c'est des structures de 6 salariés en moyenne. Imaginons qu'il y a un salarié qui est en difficulté
et qui est un proche aidant, il est évident que ça va désorganiser, ne serait-ce que dans la dynamique de l'équipe, et ça se ressent fortement. Je ne dis pas que dans les grands groupes, il faut pas le faire, mais c'est vrai que dans les TPE, c'est mon écosystème que je connais. Je vois mal les cabinets de géomètres experts ne pas répondre à l'attente des salariés, et je pense que ce qu'ils le font, alors je n'ai pas de chiffres, on n'a pas à sonder, je vous dis que dans notre branche, on est en début de réflexion, mais c'est vrai que voilà, cet indice me semble important, c'est vrai qu'il est bas, il y a du chemin à faire. Oui, on attend de la mesure ou des mesures de la part des géomètres experts. Alors, Arnaud parlait de l'engagement d'entreprise, c'est ça qui compte. Anne ? Oui. Et moi, j'aurais été intéressée pour des détails aussi sur ces résultats. Est-ce qu'il y a des détails, d'ailleurs, sur les salariés non aidants, parce qu'ils ne sont pas tous très heureux non plus, ça dépend des entreprises, des périodes, etc. Et les choses ne sont pas toujours si simples. Par taille d'entreprise, par secteur, ça peut être différent. Mais je suis certaine que les salariés se sentent mieux lorsque le sujet est traité dans l'entreprise et qu'il est visible. Et c'est là où effectivement la négociation a une grande importance. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on négocie dans une entreprise, on en parle du sujet. Et le sujet, il devient collectif, c'est-à-dire il est plus caché entre une personne et peut-être le syndicaliste qui va le défendre et l'accompagner, l'employeur et le médecin, mais c'est un sujet qui devient un sujet de dialogue dans l'entreprise. On le voit sur le handicap, dès qu'on négocie, même si on n'obtient pas du premier coup un accord super mirifique, etc., eh bien, le fait que tous les acteurs s'en emparent, ça dynamise le sujet, ça le fait avancer. Et par le résultat aussi sur les salariés dans eux-mêmes, c'est qu'ils vont se sentir en confiance pour le dire, pour se dévoiler, pour dire quelles difficultés ils ont et quels besoins ils ont. Peut-être en parler aux médecins du travail aussi, peut-être, voilà. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des impacts sur la santé aussi. Il y a du stress, il y a de la fatigue, il y a de la culpabilité, de la dévalorisation, et des impacts sur la santé au travail, peut-être même sur la carrière, enfin, il y a plein de choses. Donc, voilà, en parler par la négociation, avec plein de moyens d'en parler par la négociation, encore une fois. Alors, Anne-Michel, cher docteur, c'est grave. Enfin non, est-ce que, justement, ce soutien de l'entreprise, cette écoute est une des solutions ? Je pense que quand on vient vous voir, c'est souvent parce que ça ne va pas très bien. Je ne parle pas de la visite obligatoire, mais... Alors, effectivement, je voulais aborder ce problème que vous avez soulevé en disant que les salariés sont pas heureux quelque part. Salariés, donc, l'aidant est quelqu'un qui est très sollicité et qui a une fatigue. Qui a une fatigue physique. Si une personne s'occupe d'un enfant myopathe, il faut le manipuler. Il se réveille la nuit parce qu'il a besoin de bouger, il ne peut pas bouger. Et une fatigue mentale. J'avais cette salariée qui avait un enfant plutôt un jeune adulte qui avait un déficit mental, qui n'avait pas de structure pour la journée et qui était mentalement inquiète de savoir ce qu'il pouvait faire tout seul. Pourtant, il était en bonne santé, c'était pas le problème. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Et cette inquiétude mentale faisait que, et c'était vraiment quelque chose de très préoccupant. Et heureusement, son employeur avait accepté que cet enfant, ce jeune adulte l'accompagne au travail. Donc, il venait avec elle au travail et il attendait. Il faisait pas grand-chose, ou il aidait un petit peu dans le restaurant parce que c'était un restaurant. Mais ça lui enlevait un poids énorme. Bien sûr. Donc, dans l'entreprise, ce sont des petites choses qui font que ça va mieux. C'est-à-dire que l'entreprise acceptait cet enfant. Dans l'autre entreprise, avec cette salariée qui s'occupait de son enfant myopathe, ils avaient accepté qu'elle soit embauchée à temps partiel parce qu'elle avait besoin de se reposer. Et puis que de temps en temps, les jours où son enfant s'était réveillé 3 fois dans la nuit, le matin, elle n'était pas tout à fait aux mêmes performances que d'habitude dans son poste de travail. Donc il y avait une sollicitude et une bienveillance qui était factuelle de la part de ses employeurs. Et ça permettait que les salariés se sentent mieux. Donc les salariés, souvent les aidants sont des personnes qui sont seules face à face avec leurs problèmes. Le fait que l'entreprise soit un lieu bienveillant permet de s'épancher un peu, pas forcément beaucoup, mais un peu, et de se sentir soutenu en disant on est bienveillant avec elle parce qu'on sait qu'elle a des problèmes. Et effectivement, ces lieux sont importants pour la continuité parce qu'on est là dans le cas de handicaps qui sont pour une vie. Bien sûr.
Effectivement, ça me fait penser, je vous donne la parole tout de suite, Hervé, au fait que c'est aussi, là dans l'exemple que vous citiez, c'est du gagnant-gagnant pour les trois. Je veux dire, donc c'est aussi peut-être un instrument de fidélisation pour l'entreprise. Je veux dire que si j'ai un employeur compréhensif et ouvert, je vais regarder à 2 fois avant de partir. Je ne suis pas sûr de tomber sur un bon la prochaine fois, comme on dit. Je vous en prie, Hervé, vous vouliez prendre la parole. Mais je voulais réagir à ce que vous disiez. Je trouvais que les mots que vous avez employés pour un peu décrire l'état d'esprit en fait, d'un aidant, moi, ce que j'ai vécu, j'avais une forme de culpabilité, en fait, à la fois parce que je dirige cette organisation professionnelle et à la fois j'ai aussi des collaborateurs et à la fois j'ai une organisation professionnelle avec des élus qui me font confiance à animer et à porter, et à la fois on a un ami proche où on se dit on n'est pas là, et c'est vrai que c'est difficile en fait, et la concentration des fois est moins là, et je comprends effectivement, et sur les qualificatifs c'est ça, on se sent des fois un peu coupable de se dire comment on gère ça, mais après on le dit depuis tout à l'heure, hein, ça dépend vraiment de l'organisation où on est. Et voilà, et après, tout est question d'organisation. C'est qu'il y a des choses, peut-être, sur ces semaines-là, parce que moi, c'était quelque chose de rapide, hein, ça n'a pas été dans le temps. On s'organise différemment et on voit les choses un peu différemment, mais comme tout le monde qui vit une épreuve compliquée comme ça. Ce qui est intéressant, c'est ce double. C'est comme le recto et le verso d'une pièce de monnaie. Il y a son expérience, et puis il y a la nécessité effectivement du bien-être dans l'entreprise. Arnaud, est-ce que vous avez, je sais que oui, c'est une fausse question, mais abordé la problématique de la négociation, parce que c'est le rôle des partenaires sociaux. Comment vous l'avez abordé? Qu'est-ce que vous en dites? Bien sûr, alors on a posé la question de l'espace, en fait, du bon espace de négociation sur la question des salariés aidants. Lorsqu'on a demandé à notre échantillon national représentatif de salariés, aidants et non aidants, s'ils approuvaient l'obligation de négocier au niveau des branches professionnelles sur le sujet des salariés aidants, ils sont 81% à avoir répondu oui. Donc voilà, donc on a posé cette même question aux partenaires sociaux. 86% d'entre eux ont estimé de la même manière que le branche est le niveau pertinent pour traiter cette question. Ah, effectivement, hein. Donc vous êtes porté là. Je veux dire que bon, il y a effectivement un vent qui souffle dans le bon sens. Alors, comment on fait dans une négociation pour aborder ce genre de sujet, quoi? C'est pas comme un conseil d'administration où il y a des questions diverses. C'est une question importante. Comment vous faites? C'est vous qui êtes des praticiens, des praticiennes de la chose. Anne-Michel, Hervé, je vous en prie. Donc là, on parle bien de la branche. C'est vrai que c'est le bon niveau, la branche, pour négocier sur ce sujet vraiment spécifiquement. On voit quand même que ça n'a pas très bien fonctionné, puisqu'il y a assez peu de branches qui ont signé des accords sur cette question-là. Il y a un petit frémissement, hein, visiblement, depuis peu, depuis quelques années, mais c'est plutôt dans les grandes entreprises d'ailleurs que dans les branches. Bon, j'ai 2 branches en tête qui ont signé. Et ce niveau-là permet à la fois de couvrir toutes les entreprises du ressort de la branche, donc y compris les petites. Et on a compris que c'est là où on a vraiment une difficulté. Et puis d'organiser quelque chose à ce niveau-là. Donc je disais aussi d'en parler, puisque la sensibilisation, c'est quelque chose de très important. Et de mettre en place des outils. Ça peut être une plateforme d'information ou de saisine, ou voilà, des échanges qui peuvent être mis en place à ce niveau-là. Des moyens, des outils. Voilà. La branche est là, quelquefois, des moyens que les petites entreprises n'auront pas. Et c'est pourquoi le niveau de la branche est vraiment le bon. En plus, à Force ouvrière, c'est vraiment ce niveau-là qu'on privilégie. Mais une fois qu'on a dit ça, peut-être que ça ne suffit pas pour aller jusque dans l'entreprise et dans toutes les entreprises. Il faut accompagner encore, il faut que les branches accompagnent davantage. Mais après, je pense que c'est notre boulot, à nous, syndicalistes et aux employeurs, à faire aussi de la communication et outiller nos militants et nos responsables dans les fédérations pour nous, dans les branches, pour y aller, quoi. Il faut vraiment l'ouvrir partout, ce sujet-là. Anne-Michel. Oui, alors ce sujet peut faire partie d'autres négociations qui sont la QVT, la RSE. Par cet intermédiaire, on peut mettre un sujet sur les aidants. Et comme vous l'avez signalé, la RSE, la QVT, c'est comment l'entreprise
et donne une image d'elle-même de nature à pouvoir conserver ses salariés. Donc, c'est gagnant-gagnant. Dans la qualité de vie au travail, il est tout à fait possible d'introduire un accord sur les aidants, enfin un article sur les aidants. Et comme je le signalais tout à l'heure, c'est vrai que alors, le niveau de la branche est intéressant parce que c'est pris à un niveau supérieur. Donc, le salarié va savoir que là, on a pensé à lui, que ça a été pensé, c'est écrit, et qu'il va rentrer dans le cadre qui est précisé. Et il peut, d'une manière très simple, aller demander à son entreprise de bénéficier de ce qui est prévu par la branche. Donc, c'est une facilité d'accès qui est intéressante pour le salarié. Négocier au niveau de l'entreprise est parfois plus compliqué parce que c'est des collègues, parce qu'on a l'impression de parler d'un cas particulier, et donc la branche a ce côté généraliste et de haut niveau. Mais parfois, ça va peut-être pas jusque... les entreprises, ensuite, peuvent faire bien mieux avec un accord de branche. Ils peuvent aller au-delà de l'accord de branche, c'est tout à fait permis, c'est tout à fait possible. Et cette possibilité repose sur... Vous l'avez bien signalé, cette connaissance de tout ce qui est dans le Code du travail, de tout ce qui est la connaissance de ce qui est possible dans le Code du travail. Dans le Code du travail, il y a des articles qui prévoient un congé pour aidant, un congé pour fin de vie, un congé pour enfants handicapés, non payé bien sûr. Donc encore faut-il le connaître et s'en servir comme levier en disant que dans la branche, on peut tout à fait citer ces congés qui sont bien identifiés et pouvoir abonder en jours, en argent, pour atténuer la charge pour le salarié aidant. Effectivement. Hervé. Moi, c'est un peu ce qui a été dit. Je pense que les opérateurs, les assureurs de prévoyance, moi, je le vois, je le disais tout à l'heure, dans la branche des géomètres experts, on a été accompagné par notre opérateur prévoyance qui est venu nous voir, qui nous a expliqué déjà la définition, les possibilités d'accompagnement avec des outils, une ligne d'écoute, un site internet, effectivement, tout ça. Après, c'est vrai que ça s'est un peu arrêté parce qu'après, on vient au dur sur la prise en charge et le financement. Donc, nous, on en est là. Donc, on est en train de regarder ça, en sachant qu'on a, à mon avis, deux possibilités. Soit on fait un accord de branche, soit on propose en fait à nos adhérents en fait des modèles types en fait d'accords pour les entreprises. Alors nous, on a des petites structures, mais on a quand même des structures qui montent à 200, 250 salariés. Donc on est là aussi pour les accompagner et leur proposer des accords types. Je vous dirais, il faut un peu les deux. Et c'est vrai qu'au niveau du CEDAP, on voit les retours qu'on a eus. C'est un peu ça. Il y a beaucoup d'adhérents qui nous disent, certains de façon peut-être un peu directe, on est dans la sphère privée, c'est pas à l'entreprise d'intervenir, c'est le rôle de la sécurité sociale. Bon, on a tout ça, mais ça veut dire qu'il faut entendre aussi ces craintes de la part des branches et des employeurs pour essayer, avec les opérateurs de prévoyance, d'essayer d'accompagner tous les partenaires sociaux ces réflexions auprès des entreprises. Et je le redis, plus l'entreprise est petite, plus ça peut inquiéter des petits chefs d'entreprise, TPE, PME, en se disant comment je fais, quels sont les outils, je suis désarmé. Et quand on est 6-7 dans une entreprise, il y a un collaborateur qui... Moi, je le vois au niveau des cabinets de géomètres experts. Si c'est un technicien qui fait du relevé topographie pour faire un bornage, c'est sûr que c'est quelqu'un qui compte dans l'entreprise. Et s'il est en difficulté parce qu'il est touché fortement, il faut qu'on puisse accompagner ces chefs d'entreprise. Et moi, j'avais bien aimé dans l'approche et les retours que j'ai trouvés de notre assureur prévoyance de notre branche, je trouvais que justement il expliquait concrètement comment ça se passait, comme je vous dis, entre une maladie longue, un handicap ou quelque chose qui est rapide, et surtout, comme je le disais aussi tout à l'heure, le après qui paraît important, et j'avais trouvé très pédagogique et didactique. Voilà, donc on va avancer, c'est sûr, mais ça prend un peu de temps. Alors après, je ne sais pas si on va aborder justement, une fois qu'on a sensibilisé, comment ça se passe concrètement en termes de négociation, parce que c'est vrai que sinon, sur ce sujet-là ou d'autres, quand à un moment, il faut mettre la main au portefeuille en termes de cotisation, c'est vrai que des fois, alors après, il y a des subterfuges de congés, on peut aussi voir des choses, mais c'est vrai que ça fait peur des fois. Donc une négociation, quoi qu'il en coûte, Anne Balthazar.
Oui, au niveau de la branche, et puis de manière générale, les choses avancent quand même un petit peu sur ces congés dont on parlait. Donc, dans le Code du travail, ils sont maintenant installés, même s'ils ne sont pas suffisamment indemnisés. Et l'incitation à négocier, elle est aussi maintenant dans le Code du travail depuis peu, depuis 2019, notamment au niveau de des branches, puisqu'il y a une obligation de négocier sur ce sujet au niveau des branches. Tous les 4 ans. Alors, ça a été instauré en 2019, donc les branches ont encore un petit peu de temps pour se conformer. Mais il faut pas rater le coche, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose dans ces accords. Et quoi, au-delà de la sensibilisation, c'est vrai que si on veut vraiment que les choses avancent, il faut mettre un peu de moyens, du budget. Moi, je pense que c'est très intéressant de travailler avec les institutions de prévoyance, justement, qui sont là aussi pour ça. Et il y a des accords qui le font, d'entreprises et de branches. Je pense à l'accord UCANS très récent sur les aidants. Là, il y a un budget et une contractualisation qui est faite avec la prévoyance. Et on peut, dans un accord de branche, prendre en charge l'indemnisation d'un congé qui ne l'est pas, ou compléter son indemnisation pour avoir un maintien de la rémunération. On peut travailler sur des autorisations d'absence supplémentaires ou des congés un peu différents ou dédiés. On peut parler de modification de l'organisation du travail, permettre du temps de travail un peu particulier, réduit, ou des arrêts, etc., plus ponctuels. Le télétravail, des aménagements de fin de carrière. Il y a des choses qui sont possibles. On a aussi l'abondement du CPF, du compte personnel de formation, qui est prévu par les textes pour les aidants. On a aussi des possibilités sur les négociations sur les congés, donc sur le temps de travail avec un abondement du compte épargne-temps, par exemple, qui est autorisé aussi, bien sûr, par le Code du travail. Et puis des prestations d'assistance qui peuvent être mises en place dans ces accords de branche. Et puis des CESU, chèques emploi-service préfinancés, dédiés, comme on en a sur le handicap, on peut en faire aussi sur les aidants. Voilà, il y a tout un panel de choses qu'on peut inscrire dans un accord de branche avec des moyens qui permettent de couvrir, y compris les petites entreprises. Et après, aux entreprises de s'en emparer. Alors, le catalogue est effectivement assez vaste. Encore faut-il s'en saisir et le mettre en mouvement. Il y a d'autres projets aussi, Arnaud, dans les cartons du gouvernement, si j'ose dire, des pouvoirs publics. Tout à fait. Et là, je recite et je vous redonne un dernier chiffre quand même issu de notre étude. On a 83% des salariés qu'on a interrogés, aidants et non aidants, qui approuvent le projet du gouvernement qui vise à faire du soutien aux proches aidants un sujet de négociation obligatoire aussi dans l'entreprise et d'en faire un critère de la RSE. Alors sur ce point, on a interrogé les partenaires sociaux. Ils nous ont fait 2 niveaux de réponse. Le premier, c'est effectivement, ils ont évoqué ce que vous disiez tout à l'heure, le fait que ça concerne la qualité de vie au travail et la RSE, donc c'est en adéquation, que ça peut être un indicateur pertinent, mais ils ont alerté sur un point. Un point, c'est qu'il existe un risque de faire de la RSE un fourre-tout qui renverra à l'ensemble des problématiques que l'on trouve aujourd'hui dans l'entreprise. Oui, effectivement. Donc là, c'est une question spécifique. C'est pas une question qu'on peut remettre, j'allais dire, dans un autre ensemble, etc. Il existe vraiment ce risque de marginaliser, si j'ose dire, ou de faire de l'aide aux aidants salariés, du statut, de leur spécificité, un sous-ensemble de quelque chose. C'est vrai que souvent les mots, hélas, servent à ne pas régler les problèmes. On invente des tas de catégories qui ne sont pas pertinentes quand on voit en tout cas les résultats. Hervé ? Au niveau du CEDAP, on a une démarche en fait RSE qu'on essaie de développer auprès de nos collègues DG de fédérations professionnelles. Force est de constater que ça ne décolle pas. Pour cette raison-là, justement, sur ces questions effectivement liées un peu aux questions sociales. Alors bon, après, la moitié de mes collègues ne gèrent pas de convention collective, donc ça leur parle moins. Mais c'est vrai qu'on a entamé cette démarche-là avec 2 niveaux. Un niveau pour l'organisation professionnelle elle-même, et après pour avoir une démarche RSE filière. Et c'est vrai que y a d'autres sujets qui peuvent peut-être freiner. Moi, je trouve à titre personnel, si mon président m'entend, il va pas être content. Je trouve on doit y aller. Les démarches RSE, en fait, c'est pour moi un non-sujet. On doit y aller. Mais c'est vrai qu'après, ça dépend aussi l'état d'esprit, ça dépend l'avancée de l'organisation professionnelle, les adhérents derrière qu'il y a avec les chefs d'entreprise et les salariés. Et c'est vrai que ça fait un peu peur.
Ça fait un peu peur et on fait des démarches de sensibilisation auprès de nos collègues DG sur cette démarche-là. C'est vrai que cette question sociétale, sociale, en fait, fait peur des fois à nos collègues DG qui sont de toute façon tributaires de nos élus, de nos mandataires sociaux. Et c'est vrai que ça fait un peu peur. Je pense qu'il y a une question de temps, on le disait tout à l'heure. La notion de proche aidant, il y a 15 ans, on n'en parlait pas. La démarche RSE, après, avant, il y avait Agenda 21, donc maintenant, c'est un peu RSE. On y vient. On voit que dans tous les marchés, de plus en plus, il y a un critère RSE. Nous 50% des chiffres d'affaires des cabinets de géomètres experts, c'est les collectivités, la sphère publique, et il y a des démarches RSE. Et donc, ça va s'amplifier. Donc, en fait, pour répondre à des marchés publics ou à des appels d'offres, il va falloir répondre à ces critères-là. Alors après, l'organisation et l'employeur, elle est là pour les accompagner. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu difficile. Donc, si vous me réinvitez, j'espère, dans 5 ans, sûrement que les choses auront bougé et que les choses auront évolué sur cette démarche-là. Anne ? Oui, alors, pour mon organisation, la RSE, c'est pas quelque chose qui nous intéresse de manière importante. Bon, pourquoi pas, mais ça ne doit pas empêcher de traiter le sujet de manière plus solide, j'allais dire. Et autonome. Et autonome dans l'entreprise, puisque là, on arrive sur l'entreprise, si on parle de RSE. Mais moi, je pense, pour écouter, entendre ce que dit le sondage, que c'est certainement un sujet qui peut être inscrit dans l'entreprise en tant que thème de négociation, donc de l'identifier, parce qu'il n'est pas identifié au niveau de l'entreprise. Il peut se cacher dans la négociation qualité de vie au travail, égalité professionnelle, ou dans un accord égalité professionnelle femmes-hommes, parce que les aidants sont assez souvent des aidantes, même si le sujet est plus compliqué que ça, parce qu'il y a aussi plein de choses derrière. Il y a possibilité de négocier dans un accord handicap aussi. Alors, et où d'ailleurs, on peut aussi le traiter partout en transversalité, un peu d'ailleurs comme le handicap. Mais ce serait certainement une bonne chose de l'identifier. Voilà, à ce niveau-là. Même si QVT, quelquefois, c'est très fourre-tout. Et il ne suffit pas d'écrire une ligne avec le mot aidant dans un accord pour l'avoir traité. Donc ça, il faut faire attention aussi, être vigilant. Alors certes, la RSE et la QVT sont fourre-tout. Mais fourre-tout, qu'est-ce qu'on a sous ce terme fourre-tout ? En fait, ce qu'on reproche, c'est qu'on fait des grands accords avec pas grand-chose à l'intérieur. Avec des choses vides. Avec des choses, on collige ce qui se passe dans l'entreprise, que l'on a déjà fait pour le mettre avec un titre RSE ou un titre QVT. Donc, évidemment, c'est pas ça que l'on veut, puisqu'on souhaite que dans les aidants, on ait un chapitre sur les aidants qui apporte réellement quelque chose. Donc, si le chapitre sur les aidants apporte vraiment quelque chose, que l'on soit dans la RSE ou dans la QVT, tout ça importe peu. L'importance, c'est qu'on en parle et qu'on en parle avec des choses qui font avancer. Donc, la RSE, c'est à travers la performance d'entreprise, puisqu'on sait que les salariés aidants vont avoir des difficultés, vont avoir de temps en temps des baisses des fatigabilités. Et il est nécessaire de les aider. Et la QVT, c'est dans l'organisation du travail, puisque je crois une des demandes vraiment des aidants, c'est d'avoir de la flexibilité dans leurs jours et dans leurs congés, dans leurs heures. Et à travers cette flexibilité, quelles sont les réponses ? C'est qu'on peut donner du télétravail, on peut rapprocher les salariés de leur domicile, et il y a des choses factuelles qui peuvent être notées en rapport avec cela. Donc, le côté fourre-tout est certainement vrai, et on l'a beaucoup dit, mais si c'est pour la bonne cause, j'adhère. Absolument. J'entends pas fourre-tout, plutôt tarte à la crème, en fait. Oui. La démarche. Si la crème est bonne. Voilà, le tout, c'est de une bonne bien monter la tropézienne, crème. c'est pas mal. Absolument. Alors, il y a une question qui m'est venue, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui est particulièrement intéressante, parce que les autres, vous avez en partie répondu. Existe-t-il des aides, des soutiens financiers ou autres octroyés aux entreprises en cas d'embauche d'un proche aidant ? Non. Pas à ma connaissance. Bon, est-ce que ça, c'est pas une piste non pas pour une tarte à la crème, mais là vraiment pour la farine de la négociation ? Donc, d'où la définition nécessaire d'un proche aidant. Ouais. D'où la reconnaissance d'un proche aidant. Ouais. Et la reconnaissance, là, on est dans la reconnaissance de quelque chose qui est à long terme. On n'est pas dans une histoire de fin de vie. Ça n'a pas de sens. C'est avec une pathologie qui est dans la durée.
faire attention à ce type de propositions hein, qui sont bizarrement incitatives. Il faut plutôt essayer de regarder si l'impact sur l'entreprise, son organisation, sa production, etc., nécessite une compensation. Et là, je me réfère à ce que je sais sur le handicap. Il n'y a pas de prime à l'embauche pour une personne handicapée. Il y a une prise en charge des compensations qui sont quelquefois lourdes pour l'entreprise. Donc, si elles sont lourdes, il y a une compensation financière. Il faut plutôt regarder comme ça. Sinon, on s'engage dans quelque chose qui peut être malsain. Oui, oui, tout à fait, absolument. Oui, oui. Il faut se méfier des bonnes intentions qui s'avèrent perverses et particulièrement destructrices. Écoutez, là, en fait, l'objet de cette table ronde, c'était de savoir si la branche professionnelle est un niveau pertinent pour traiter la question des salariés aidants. Vous y avez répondu oui. C'est même une voie privilégiée qui permet aux entreprises, quelle que soit leur taille, de pouvoir avancer. Et d'autant plus qu'un accord de branche permet à l'entreprise de bénéficier d'un minimum, si j'ose dire, et que ce minimum, c'est un peu comme à la cantine, ça peut être amélioré de toute façon par l'entreprise elle-même et par les partenaires sociaux. Alors, c'était aussi de savoir comment, quand on a une entreprise, vous le disiez, Hervé, de 6 personnes et une de 350, c'est pas tout à fait la même chose. Non. Et comment faire? Eh bien justement, avec, c'était dit dans les autres tables rondes aussi, il faut de l'intérêt, de l'antipathie, et puis de la sympathie, de l'empathie. Fatigant hein, au bout de 3 heures. Donc absolument, pour pouvoir justement déboucher et en tout cas trouver un terrain d'entente, puisque c'est important pour l'entreprise, c'est important pour le salarié et c'est important pour cette grande cause. Non, je vois Arnaud bouger, donc je lui laissais la parole. Et voilà, ces contraintes sont prises en compte par vous. Et à l'évidence, c'est une question dont il faut se saisir avec urgence et ne pas la remettre à demain, parce que demain, la question sera encore plus urgente. Voilà, je voulais vous remercier, sauf si l'un ou l'une d'entre vous... voilà, je trouve que c'était une table ronde très, très vivante. Alors, j'en profite aussi pour, puisque nous avons passé la matinée sur ce thème des salariés aidants dans le cadre de la journée des aidants, pour faire avancer cette grande cause. Je voulais déjà remercier tous les intervenants, l'OCIRP et Via Voice pour cette étude hein, qui a le mérite de mettre en évidence les problématiques actuelles et puis futures du couple ou des couples aidants-aidés et de l'articulation des aidants salariés dans l'entreprise, avec l'entreprise. Enfin, on vit tous ensemble. Alors, même si mourir peut attendre, aider ne le peut pas. Et je voulais aussi remercier Radio France pour son accueil pour cette grande cause. Et pour paraphraser un texte célèbre, je dirais « Aidons-nous les uns les autres comme nous avons été aidés. C'est là notre avenir commun. Alors ne l'oublions pas. » Merci.